bonsoir, nous sommes le jeudi 5 janvier, merci de nous faire confiance. C'est la session d'information de la soirée sur la première. Bienvenue, voici les titres de notre présente édition. L'enquête concernant la mort d'un homme à Tarabaou lors d'une intervention des gendarmes avance. Le parquet de Papeete a donné des nouvelles informations. Les militaires étaient devant un danger imminent, l'agression à l'aide d'une machette de 50 cm. Au-delà des faits, la société polynésienne commente le décès de ce jeune de 30 ans. Après un an de circulation alternée, le pont de Pouéou sera enfin rénové. Les riverains en sont heureux car la gêne, sans être très importante, était bien réelle. Les travaux ont commencé. La circulation sera difficile pendant 2 jours. Un reportage tout à l'heure avec les habitants. Allô, docteur Bobo, les professionnels de santé ont le moral dans les chaussettes. En France, les médecins libéraux font grève. Ils veulent une meilleure rémunération, moins de tâches bureaucratiques, et cela alors que les déserts gagnent également le cœur des villes. Ce blues hexagonal saisit-il aussi la Polynésie et ses docteurs? Didier Bondou est notre invité. Le président du syndicat des médecins libéraux ici va répondre à ces questions et à bien d'autres. A tout à l'heure, docteur, et merci. On biffe, on note, on compte. Les inventaires sont les délices comptables du mois de janvier. Tout s'y passe. Petits commerçants et grandes enseignes font état de leur stock, une photographie dans le moindre détail de l'année passée et déjà peut-être le dessin des soldes à venir. Ce matin, le procureur de la République est revenu sur les circonstances de la mort d'un jeune hier du côté de Tarabaou. D'après les premiers éléments de l'enquête, la présomption de légitime défense se dessine. Malheureusement, les gendarmes, a dit Hervé Leroy, n'ont pas pu faire autrement que de faire usage de leurs pistolets. Le danger était là, une machette sous la gorge d'un des militaires. Au-delà des faits, les commentaires des citoyens disent une émotion certaine. Reportage signé Juan Poutourou avec Jérôme Lee. Ils auraient pu le tirer sur le bras ou sur le pied pour l'empêcher d'évoluer plus. Le tuer, je trouve que c'est un peu gros. On a recruté quelqu'un qui n'était pas compétent. Ils doivent savoir maîtriser la personne, mais là, ils n'ont même pas pu maîtriser la personne. Sur les antennes radio, c'est l'incompréhension et la colère 24 heures après les tirs mortels des gendarmes sur ce jeune de 30 ans. Pour le parquet, après audition des 2 militaires hier, le scénario s'oriente vers un fait de légitime défense. Après plusieurs sommations, un tir de taser et 2 coups de feu, l'individu continuait de porter plusieurs coups de machette au niveau de la gorge du chef de patrouille dans l'intention de le tuer. C'est finalement en dernier recours que 4 coups de feu ont été tirés, blessant mortellement l'assaillant. Le gendarme chef de patrouille qui a fait usage de son arme n'avait pas l'intention homicide, comme l'on dit. Par contre, celui qui était en face de lui avait, de façon claire et nette, une intention homicide. Ce n'était pas pour le piquer, comme l'on dit, mais c'était pour lui trancher la gorge ou d'autres parties vitales de son corps. Voilà. À partir de là, le chef de patrouille a fait ce qu'il croyait devoir faire. Et encore une fois, il n'avait pas d'autre solution. Des témoins qui se trouvaient sur les lieux ont corroboré les faits exposés par les 2 militaires. Pour l'instant, leurs gardes à vue ont été prolongés avec une deuxième enquête ouverte du chef de violence mortelle par arme, en plus de celle pour homicide volontaire. Et au-delà des 2 gendarmes en question, je crois pouvoir le dire, toute la communauté des gendarmes en Polynésie française, voire en métropole, c'est jamais pour un gendarme, si vous voulez, satisfaisant de sortir son arme de service, son arme à feu, pour neutraliser une personne qui est sur le point d'attenter à sa vie. Au Fénois, ce n'est pas la première fois qu'une personne succombe au tir d'un gendarme. En 2017 à Paea, face à une situation conflictuelle, un militaire avait confondu son taser avec son arme de service. Justice, l'affaire avait ému au-delà de Paea. Un policier municipal en état d'ébriété avait brisé le bras de son épouse. C'était le premier de l'an. Apparemment, un fait supplémentaire dans une conjugalité émaillée de violences machistes. Placé en détention préventive, l'homme de 31 ans devait passer aujourd'hui devant les juges. Eh bien, le procès est reporté au 31 janvier. L'homme reste en prison jusqu'au jugement. Nouveau rebondissement dans le feuilleton de l'affaire Floss Haddad à Papeete. Les juges de la chambre d'instruction avaient estimé que la prescription était acquise. Bref, il n'y avait plus juridiquement parlant d'affaire. La Cour de cassation a fait une lecture du droit différente. L'affaire est relancée avec une nouvelle instruction, cette fois-ci dirigée par des magistrats parisiens. 9 personnes sont concernées par cette décision. Il s'agit pour mémoire de délits supposés de favoritisme et l'information est signée par nos confrères de la presse écrite de Tahiti Info. Une évidence, il est plus facile de monter un mur que de construire un pont. Mais à Pouéou, le pont c'est essentiel, notamment
pour tous ceux qui vont et viennent depuis Taoutira. Aujourd'hui, les travaux ont commencé pour une rénovation complète, 4 mois d'engins et d'hommes casque de chantier sur la tête. Pour les automobilistes, le plus dur s'arrêtera demain soir. Dans la journée, le pont est actuellement fermé. Reportage sur place à la Presqu'île avec Nicolas Suire et Patita Savea. Enfin, les travaux de rénovation du pont de Pouéhou ont démarré. Dès 8 heures, les engins s'activent. L'équipe de JL Polynésie en a pour plusieurs mois, car il y a beaucoup à faire. On va d'abord commencer par dégager un peu les emprises et ensuite on va déplacer le pont provisoire donc sur les culées qui sont ici afin de pouvoir dévier la circulation et ensuite procéder à la démolition du pont existant pour le reconstruire. Le temps d'installer la déviation, la route sera fermée 2 jours, de 8h à 16h. Les riverains sont heureux que les travaux aient débuté. Ils ont subi les nuisances d'une circulation alternée pendant une année. À chaque fois, on s'arrête, après on attend les gens qu'on passe. Pour aller faire les courses, Voilà. pour aller au travail. Ah oui, on a hâte. On a hâte quand ce sera fini notre pont. Certains élèves arrivent en retard, d'autres sont obligés de se réveiller tôt pour se préparer. Et puis, dans cette zone où il n'y avait pas d'accident, ils ont commencé à apparaître. Beaucoup même. Il y a même certains qui sont tombés sur le pont, il y a même certains qui ont écrasé le feu tricolore. Voilà. Beaucoup d'accidents, ça fait combien environ Ça fait environ une dizaine. Les travaux devraient durer 4 mois pour une livraison de l'ouvrage et un retour à une circulation normale prévue au mois de mai. Et un chapitre santé dans ce journal. Le Conseil d'État vient d'annuler l'interdiction de la vente des fleurs de CBD, considérant le faible taux de THC. Cette décision a force et vigueur en France. En Polynésie, les partisans du cannabis thérapeutique attendent une réforme équivalente de la part du pays. Leur porte-parole répond à Marcel Bonneau. Il parle d'une opportunité économique. Nous l'écoutons. Ils ont déposé un projet de loi le 17 novembre. Dans ce projet de loi, ils interdisent l'usage de la fleur. Ma question est simple. Est-ce qu'aujourd'hui, on va revoir cette copie-là ? On parle de 80 milliards de francs pacifiques, rien qu'à l'export en France. Okay. Rien que là. Donc il faut savoir qu'avant, le champ, par exemple, on n'utilisait que la graine et que la fibre. Ce marché-là ne nous convenait pas du tout. Et aujourd'hui, quand on autorise l'ouverture de la fleur, à ce moment-là, c'est très rentable pour la Polynésie et il ne faut pas rater le coche. Il faut saisir l'occasion. Le Conseil d'État vient conforter dans cette position. On demande tout simplement de revoir cette ligne-là. Et un mouvement social inattendu du côté de la France, celui des médecins libéraux. Ils demandent une augmentation de la consultation jusqu'à 50 €. Ils organisent des jours de grève, défilent dans les rues. La médecine va mal entre les déserts médicaux qui avancent et la pénurie de soignants. Le panorama n'incite guère les patients à l'optimisme. On ouvre le débat pour savoir ce qui se passe ici en Polynésie. Bonsoir, docteur Bondou, merci d'être avec nous. Bonsoir Stéphane. Vous portez la parole du syndicat des médecins libéraux. Est-ce que le blues des confrères de métropole se retrouve ici dans le cœur des médecins polynésiens ? Il se retrouve effectivement, pas forcément pour les mêmes raisons, mais on sait très bien que cette situation de pénurie médicale était anticipable et on aurait dû l'anticiper depuis bien longtemps. Malheureusement, on en est dans une situation où la moyenne d'âge des médecins est aussi en élévation et on sera obligé effectivement d'ouvrir des portes des facultés de médecine pour créer de nouveaux postes des médecins. Ici, au Fénois, la situation est un petit peu différente à cause de la convention qui est actuellement modernisée, avec laquelle on a beaucoup travaillé avec la CPS ces derniers mois. Et les choses sont un petit peu différentes sur l'organisation des soins, en particulier dans le privé en Polynésie. Cependant, vous demandez aussi une augmentation de la consultation. Vous souhaitez passer à 4 000 francs alors qu'elle a été augmentée au mois d'octobre à 3 800. Alors, elle a été augmentée au mois d'octobre à 3 800, ce qui était quelque chose d'attendu, comme je l'avais déjà répété, depuis maintenant plus de 10 ans. Si on compte un petit peu les choses, dans les années 2000, la consultation était à 3 300 francs. Passer à 3 800, ça fait une augmentation de 5% sur 22 ans. Je ne pense pas que ce soit quelque chose d'extraordinaire. Donc c'est vrai qu'on demande, ça va être des discussions à venir dans le futur, dans les années à venir, à passer à la consultation à 4 000 francs. Nous avions également, normalement, une augmentation prévue sur certaines consultations avec une modernisation de la nomenclature qui devait passer par l'ARAS. Elle est validée par la CPS. Nous attendons l'aval de l'ARAS pour obtenir cette augmentation sur certaines consultations. Alors on parle de l'argent, mais manifestement, le cœur de la problématique en France est également la bureaucratie, les papiers, etc. Est-ce que votre quotidien, il est mangé par autre chose que l'acte médical ? Malheureusement, oui. C'est très chronophage.
On améliore les choses, c'est l'intérêt également des discussions et des rencontres que nous avons actuellement avec la CPS, qui ne doit pas être notre ultime interlocuteur, mais néanmoins les choses avancent tout doucement. Concernant la paperasserie administrative, effectivement, on doit dématérialiser tout ça petit à petit et faire beaucoup de choses via Internet et gagner beaucoup de temps dans ce domaine-là. Parce que si on augmente la consultation, est-ce que c'est source d'embauche, notamment pour du personnel administratif dans vos cabinets? Ça peut l'être, évidemment. C'est vrai qu'il faut bien réaliser que, nous sommes en Polynésie, mais les 50 € que réclament une grande partie des médecins généralistes en métropole correspondent à la moyenne des consultations, des prix de consultation en métropole. Il y a qu'à de se tourner également autour du Pacifique pour voir qu'en Australie, la consultation est à 80 $, ça fait à peu près 50 €. On tourne toujours autour de ces prix-là. Donc, ce n'est pas qu'une histoire financière, mais c'est aussi une histoire financière. Est-ce qu'il faudra agrandir le nombre de médecins ici, parce qu'on sait que les pathologies sont importantes, la population vieillissante? Est-ce qu'il y a assez de médecins dans le secteur libéral ou est-ce qu'il va en manquer dans quelques années? Il en manque déjà. Nous savons très bien que certaines spécialités sont en sous-effectif sur tout le territoire. Quel exemple? La neurologie, la psychiatrie, ça c'est des exemples évidents. Par rapport à la situation internationale, on va changer de chapitre au-delà des revendications. La Covid, avec cette résurgence en Chine, cette présence aux États-Unis, est-ce que le médecin que vous êtes est inquiet pour nos populations ici au Fénois? Inquiet non, mais vigilant. C'est vrai que je pense qu'on a suffisamment subi cette vague de Covid durant 1 an et demi, 2 ans ici au Fénois pour être vigilant. Et ce que l'on a vécu doit nous servir pour le passé. Ensuite, les informations venant de Chine sont ce qu'elles sont. Et 12 millions par jour, dit-on. Voilà. Qu'en est-il exactement? Ça reste à définir. Est-ce que le vaccin, ça reste encore une solution? Parce que c'est quand même une solution qui a été éminemment mise en cause par un certain nombre de citoyens. C'est une solution, c'est même la solution jusqu'à preuve du contraire. Il faut bien voir qu'actuellement, la Chine, les États-Unis délivrent à la Chine une quantité de vaccins absolument phénoménale, tout simplement parce que les vaccins chinois ne marchaient pas. On a parlé tout à l'heure de tout ce qui relève du cannabis. Le cannabis thérapeutique, quel est le regard du praticien? Je pense qu'on est dans une situation ici très très spécifique à Tahiti où il y a de la consommation de cannabis récréatif, la possibilité de cannabis thérapeutique. Elle est évidente, il y a des possibilités, simplement les indications sont extrêmement limitées si on se fie effectivement aux recommandations purement médicales dans ce domaine. Donc ça reste quand même très à la marge. Ensuite, il y aura probablement des tests à revoir, tout ce qui est test pour la circulation routière, etc., risque de donner des faux positifs si les gens consomment du CBD qui est uniquement à visée thérapeutique. Donc on est loin encore d'avoir solutionné l'ensemble de la problématique autour du cannabis. Dernière question rapidement, est-ce que ce lien affectif, ce lien du cœur avec la population reste encore très prégnant ici entre le médecin et sa parentèle et sa patientèle? Oui, justement, on aimerait un petit peu plus être écouté et pas seulement entendu par les sphères politiques, tout simplement parce qu'on est au cœur du système, on va au domicile des gens, on est au centre de leurs problématiques familiales. Gérer un patient au Tuamotu n'est pas la même chose que gérer un patient en plein secteur de Papeete. Le patient vous fait encore confiance? Oh, bien sûr. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et meilleurs vœux pour vous et l'ensemble de vos confrères sur le territoire. Meilleurs vœux à toi Stéphane et à toute la Polynésie française. Merci beaucoup. Au ruban de scotch près, au moindre article, encore en magasin, rien ne doit échapper aux yeux inquisiteurs et comptables. C'est le temps de l'inventaire. Personne n'y échappe, c'est un exercice obligé. Il concerne les grandes enseignes et les petits commerçants. Le but, bien évaluer le stock, car les produits qui attendent, c'est de l'argent qui dort. Chiquita Taïva, avec les images de Marcel Bonneau. Nous sommes dans les stocks des enseignes RIF et Dakagne. Des casquettes, des claquettes, des sacs. Pas moins de 150 000 articles doivent être scannés un par un. Il faut dire que les nouveaux logiciels facilitent grandement l'inventaire. On connaît mieux les produits, on connaît mieux le stock surtout par couleur, à la taille. Comme ça, on peut mieux répondre à la clientèle ce qui nous reste en stock. Par rapport à avant, on le compte, nous, comme ça, physiquement, quoi. Tandis qu'avec informatiquement, c'est encore mieux. Et plus rapide aussi. Si l'inventaire permet à tous les commerçants de faire le point sur leur stock, il reste toutefois un exercice laborieux. Ici, vendeurs, caissiers et livreurs sont mobilisés. D'habitude, c'est 5 jours. Là, on est basculé sur 7 jours parce qu'on a beaucoup de stock. Et on mobilise donc toutes nos équipes, c'est-à-dire à peu près une quinzaine de personnes, pour compter environ 150 000 références de savates et d'accessoires. Et parce que la boutique ferme durant cette période, on essaye d'anticiper pour compenser le manque à gagner. Chaque année, donc en fait, on alloue quelques jours en début d'année pour faire des réapprovisionnements chez nos plus gros clients. On a cette période qui est effectivement bloquée, donc il y a forcément un manque à gagner, mais on essaie de le rattraper une fois que l'inventaire est terminé.
Beaucoup plus petit, ce magasin de vente de matériel de sport n'a pas eu besoin de fermer et fonctionne encore au papier et au stylo pour compter 800 références qui seront enregistrées ensuite sur logiciel. On essaye dans la mesure du possible de ne pas fermer, de continuer à accueillir les gens, mais c'est vrai que ça demande de bien s'organiser. C'est beaucoup plus facile pour ma part. On travaille avec un logiciel d'exploitation qui nous permet de contrôler ça informatiquement. Donc on ne fait pas grand-chose manuellement. Donc tout est contrôlé en temps réel. Mais c'est vrai qu'on a besoin de faire ce point une fois par an plus concrètement. William n'a pas eu besoin de solliciter du personnel supplémentaire. À deux, il compte boucler le bilan comptable en 2 jours. Certaines enseignes, en revanche, seront encore mobilisées la semaine prochaine pour démarrer 2023 sur de bonnes bases. Chapitre mémoire dans ce journal. Les fidèles de Papeete sont rassemblés ce soir pour prier en mémoire du pape Benoît XVI. Le pape émérite a été enterré ce matin à la basilique Saint-Pierre de Rome. Il restera dans l'histoire pour sa démission et sa grande culture théologique à travers notamment ses encycliques riches et pédagogiques. Nous retrouvons Chiquita Iva pour ce recueillement chrétien. Bonsoir Chiquita. Alors, beaucoup de dévotion autour de vous, non ? Et oui Stéphane, vive émotion ici à l'église Mariano Tejau où sont rassemblés au moins une centaine de fidèles. Des fidèles réunis ce soir pour rendre un ultime hommage au pape Benoît XVI. Avec nous justement pour en parler, Père Gildas. Père Gildas, c'était vraiment important pour vous de célébrer cette messe ce soir ? Oui, bonjour avant tout et bonsoir à chacun comme à chacune. C'est très important de célébrer cette messe. Parce que même dans l'histoire de l'Église, c'est un pape qui a marqué l'histoire de l'Église. Et je peux dire, il est le symbole même de l'abaissement total. Savoir faire ce qu'il y a à faire et comment s'y prendre sur cette terre. Et arriver jusqu'à se démarquer, remettre le pouvoir, transmettre le pouvoir à une autre personne pour laisser l'autre continuer, c'est un acte d'humilité, d'abaissement, mais aussi de reconnaissance. Pour dire que simplement, tout dépend de celui qui est le maître de tout, de cette Église. C'est un serviteur qui a beaucoup travaillé. Et puis, je dirais en passant, il est né proche de la Deuxième Guerre mondiale. Et il a grandi durant cette temps de guerre mondiale. Donc, dans quelques minutes va commencer donc la prière. Qu'est-ce que vous avez prévu? 1 heure de messe? 1 heure, plus ou moins 45 minutes à 1 heure de messe. Il y aura des chants, des prières? Il y aura des chants, des prières et ce qu'il faut. Mais ce que je voulais ajouter, pour dire, anticiper, que c'est une grâce. Il est venu sur cette terre un samedi, en 1927. Et il repart vers le Père aussi un samedi, le 31 décembre. Donc il n'y a pas le hasard. Voilà donc ce que l'on pouvait dire, Stéphane. C'est avec donc de la tristesse et des prières que la communauté catholique salue ce soir Benoît XVI, un grand pape. Merci beaucoup Chiquita, merci à Marcel Bonneau qui réalise les images pour ce direct. Quand le vent souffle, il vaut mieux avoir élagué les vieilles branches dans le jardin, une question de sécurité évidente. Et quand sur les radars, de petits présages cycloniques s'annoncent, c'est une assurance tranquillité. Ce week-end, la Calédonie s'attend à une petite dépression tropicale. Alors, les élagueurs élaguent. Reportage sur le Caillou avec Natacha Lassos-Cognard et les images de Laura Chintou. La période estivale, souvent synonyme de dépression tropicale ou de phénomène cyclonique, a convaincu Vélonica Tamolé de faire appel à une société spécialisée dans l'élagage. Ça frappe sur la toiture et vu Enfin, je ne voudrais pas que ça abîme et puis voilà, et pour la sécurité aussi de la famille. Adrien Bedouré intervient régulièrement chez des particuliers. En cas de forte rafale de vent, les arbres peuvent tomber sur la toiture des maisons, sur les fils électriques et téléphoniques. Le réseau électrique, il n'est pas forcément aussi adapté à la végétation et on se retrouve dans des situations, on est obligé de tailler tout ce qui vient encombrer le réseau et les habitations. Autre professionnel très sollicité, Audrey Baudeux. Avec son collègue, il doit nettoyer ses cocotiers en bord de mer à Majintaouéné. Ici, par exemple, dans ce cas-ci, c'est un cocotier qui est hyper chargé. Donc, il y a un très gros risque cyclonique, de 1 pour les maisons et de 2 pour la sécurité des habitants et la sécurité des gens qui passent sur la plage. Puisque nous sommes en plein vent, donc des cocotiers comme ça, il faut les faire chaque année. Météo France NC annonce le passage d'une dépression tropicale faible, voire modérée, de dimanche à lundi. De fortes pluies et un vent fort de nord-ouest sont attendus. La population
est appelé à la plus grande vigilance. C'est quasiment la fin de ce journal. L'information principale de la soirée, elle concerne évidemment la tragédie, le problème hier du côté de Taravao, suite à la mort d'un jeune homme à Taravao. Les premiers éléments de l'enquête ont été communiqués par le parquet de Papeete. Le faisceau de légitime défense semble actuellement se dessiner au vu des récits des militaires et des témoins présents. Pour le besoin des investigations, les 2 gendarmes impliqués sont toujours en garde à vue. On va s'intéresser maintenant à ce qui nous attend sur les écrans de la première avec une série que vous connaissez, Greenleaf, et après un téléfilm, Le mariage de mon ex-fiancé, une sorte de vaudeville modernisé. À suivre, il y aura beaucoup d'humour et de sourire. On s'intéresse maintenant au travail de la presse écrite Tahiti Info qui revient sur l'affaire Haddad Floss, puisque vous le savez, l'affaire a été relancée par la Cour de cassation à Paris. Demain matin, réveil radio pour l'information, signature Ibrahim Abinera. Pour le journal en français, retour de notre jeune talent, notre collègue Marouki Diouri, demain soir à 19h. Et pour finir, une part de rêve, d'utopie, un engagement, celle de dames qui vont relier Lima à Moréa en paddle, 8000 km pour dire la cause des enfants, malades, l'humain, c'est toujours plus grand et plus haut qu'un océan, fût-ce le Pacifique. Belle soirée avec nous et à bientôt. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.